J'attends un peu que les gens se connectent. J'attends encore pendant quelques minutes. Le temps que les gens se mettent à se connecter. Connectez-vous. On va parler de choses de géopolitique, de stratégie, pour que les gens comprennent en fait quels sont les enjeux qui se cachent derrière les élections en RDC. Donc, j'attends en fait que les gens se connectent au fur et à mesure. À partir d'une trentaine de personnes, je pense que je vais commencer. C'est déjà en train de monter rapidement là, oui. Donc, attendons encore quelques instants. Que le direct se remplisse beaucoup. Et une fois que le direct, il y aura assez de monde dans ce direct, je vais commencer à développer un peu le thème d'aujourd'hui. D'accord. Otep à tous les frères. Yaman aussi pour les autres. Et Mbote pour mes compatriotes congolais. Donc, merci. Bon, je pense que là, il y a assez de personnes. On va certainement commencer le direct. Bon, j'espère que vous m'entendez bien, parce que je sais que c'est avec la technologie des téléphones portables, comme j'ai pas de micro, je sais pas si on entend bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Là, oui. Dites-moi si je parle assez fort. Volume? Oh là là, attendez. Je pense qu'il y a un problème avec mon micro. Le micro, il est pas assez fort. Faut que je trouve une solution. Attendez, hein, excusez-moi, j'arrive. Bon, malheureusement, j'ai pas de micro externe, mais je pense qu'on va démarrer le direct malgré tout, que j'ai pas de micro externe. Je pense que vous pouvez m'entendre un minimum. Et donc, ah bah voilà, il y a des personnes qui disent qu'on m'entend très bien, d'autres qui me disent qu'on m'entend mal. Essayez de me dire en fait si c'est bon ou pas. D'accord. Bon, ok, on va commencer. Je pense que vous avez tous vu le titre de ma vidéo, de mon direct, qui est la RD Congo sera-t-il, ou du moins, est-ce que les Congolais seront-ils les nouvelles victimes de la guerre commerciale que se livrent les États-Unis d'Amérique et la Chine, la République populaire de Chine? Je pense que tout le monde est en train de suivre depuis quelques jours l'actualité en RD Congo, des élections qui sont en train de se dérouler depuis, bon, qui sont terminées il y a une semaine et demie de cela, il y a 10 jours. Et tout le monde est en train de constater aujourd'hui la crise qui a lieu entre les deux principales protagonistes qui sont Félix Tshisekedi et Martin Fayulu. Je parlerai après plus tard, on va dire, de Joseph Kabila. Bon, pour commencer, très peu de personnes savent, mais le Congo, potentiellement, est le pays qui détient les ressources de certains minerais stratégiques les plus importantes au monde. On va parler du cobalt, on va parler du coltan, on va parler de l'uranium 238, qui est un des uraniums, je crois, les plus purs qui existent. Et vous comprendrez en fait pourquoi est-ce que j'ai mis ce titre-là. Et pour pouvoir s'approprier de ces matières premières-là, il faut savoir une chose. Aujourd'hui, depuis l'élection de Donald Trump, les États-Unis ont décidé en fait de livrer une guerre ouverte à la Chine. Quand je dis une guerre ouverte, c'est-à-dire que d'abord la première étape de la guerre, c'est la guerre commerciale. Aujourd'hui, les Américains ont décidé en fait de frapper au portefeuille et à l'économie chinoise pour retarder en fait l'émancipation ou la suprématie des Chinois dans le monde. Et il s'est passé un événement il y a quelques temps. Il y a eu, pour ceux qui connaissent, la directrice commerciale de l'entreprise Huawei. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Huawei.
Bah, c'est une entreprise de téléphonie qui est en train de concurrencer actuellement Samsung et Apple. Et la directrice commerciale, merci, je sais que j'ai la santé, merci. Et heureusement, je ne peux que être en bonne santé pour pouvoir mener un bon combat. Et je disais que la directrice commerciale de Huawei, Meng Menzhou, a été arrêtée. C'est la fille du fondateur de Huawei. Elle a arrêté dans la ville de Vancouver, au Canada, par, par la demande des États-Unis. Ce qui fait que, depuis le début décembre, cette femme-là a été arrêtée au Canada. Entre-temps, elle a été remise en liberté sous caution par rapport à des faits que les États-Unis reprocheraient aux Chinois, notamment d'avoir vendu du matériel électronique et de la téléphonie aux Iraniens. Et à cause de cela, à cause de l'embargo que les Chinois auraient soi-disant, n'auraient pas soi-disant respecté, les Américains ont demandé à faire arrêter des responsables de l'entreprise Huawei. Mais ce qui se trame derrière, c'est que derrière cette arrestation-là, il y a une guerre commerciale qu'il y a entre les Chinois et les Américains. Je pense que tout le monde, ceux qui suivent un peu l'actualité internationale et géopolitique, savent que Donald Trump a mis des taxes douanières aux produits chinois, aux produits chinois depuis l'année dernière, depuis qu'il arrive au pouvoir. La première cible qu'il a décidé d'attaquer pour que les États-Unis d'Amérique gardent la suprématie au niveau commercial sur la planète entière, ça a été la Chine. Et par rapport à cela, vous allez comprendre pourquoi je parle de Huawei, hein, parce que tout est lié. Par rapport à cela, les Américains, d'office, voulant chercher les noises aux Chinois, bah, ils font ce qu'on appelle aujourd'hui une guerre de procuration. Une guerre de procuration, ça veut dire une guerre que vous voulez mener, mais ce n'est pas directement vous qui allez mener en fait cette guerre-là. Et aujourd'hui, le Congo rentre pleinement dans cette guerre-là, entre les États-Unis et la Chine, qui est une guerre de procuration. Vous avez pu voir en fait depuis l'élection, ou du moins la nomination de Félix Tshisekedi, que toutes les chancelleries occidentales ont commencé à se lever pour dire que les résultats qui ont été donnés ne sont pas les résultats conformes à la vérité des urnes. Vous vous rappelez qu'en 2011 et en 2006, lors des élections en RD Congo, Jean-Pierre Bemba avait déjà gagné les élections à cette époque-là. Et à l'époque, on n'avait pas entendu la communauté dite internationale s'insurger par rapport aux résultats des élections. Ce qui fait que Kabila était passé face à Jean-Pierre Bemba sans que personne ne dise quoi que ce soit. En 2011, il s'est passé exactement la même chose avec l'élection d'Etienne Tshisekedi, ou Amulumba, que je vais rappeler, avait gagné les élections en 2006, mais malgré tout, Kabila était passé. Et à l'époque, la communauté internationale, et du moins la Commission européenne, avait dit qu'il y avait eu des irrégularités pendant cette élection-là, mais les irrégularités en question ne permettaient pas de remettre en cause le résultat final de l'élection. Ce qui fait qu'ils nous ont, entre guillemets, abandonnés par rapport à cette vérité des urnes qui avait été faite. Et là, vous voyez, depuis quelques jours, toutes les chancelleries occidentales, il y a eu une réunion exceptionnelle de comment on appelle ça, des Nations Unies, là, comment on appelle ça, ça s'appelle du Conseil de sécurité, excusez-moi. Il y a eu une réunion exceptionnelle du Conseil de sécurité par rapport aux élections en RD Congo. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tout d'un coup, les Occidentaux, pour parler d'eux, décident que ce qui s'est passé aujourd'hui en RD Congo, que la nomination de Félix Tshisekedi en tant que président de la RDC était non conforme à la vérité des urnes. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a deux camps qui sont en train de s'affronter en RDC. Pour parler un peu, pour que les gens en fait essaient de se placer et commencent à comprendre en fait quels sont les enjeux en fait se cachant derrière les élections en RDC. Le premier enjeu, c'est les matières premières.
je l'ai expliqué un peu dans le titre de ma vidéo. Aujourd'hui, il faut savoir que les grandes puissances veulent tous s'adjuger les matières premières congolaises. Voilà. Veulent tous s'adjuger des matières premières congolaises. Et pour ce faire, chacun appuie son poulain. Il faut savoir que Martin Fayoulou, Mabidi, est, c'est pas un secret de polichinelle, hein, beaucoup de gens le savent, est le poulain des Américains et des Occidentaux. C'est pour ça que vous voyez que la France, au lendemain de la parution des résultats de l'élection présidentielle, a directement dit que cela n'était pas conforme. Parce que Martin Fayoulou est directement le poulain des pays occidentaux. Et de l'autre côté, pour mieux comprendre, depuis quelques années, en fait, Kabila a décidé, entre guillemets, de ne pas obéir aux injonctions de ses maîtres. Quand je parle de ses maîtres, je parle des maîtres occidentaux. Il a décidé, en fait, de faire du commerce avec des États, ce qu'ils appellent des États voyous, les termes des Américains, qui sont l'Iran et la Corée du Nord. Kabila a commercé de l'uranium 238 à ces deux États, l'Iran et la Corée du Nord. Ce qui fait que ils ont suscité la colère des Américains. Et par rapport à cela, pour pouvoir les punir, aujourd'hui les Américains ont décidé de mettre une nouvelle personne à la tête de ce que eux estiment comme étant leur grenier à matières premières, qu'est la RDC. Donc par rapport à ça, comme Kabila n'a pas en fait obéi aux injonctions des Américains, aujourd'hui les Américains ont décidé de le lâcher pour mettre en avant Martin Fayoulou. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous voyez dans toutes les chaînes d'information, on est en train de parler de la RDC, comme quoi les résultats ne sont pas conformes à la vérité et autres, parce que dans l'intérêt occidental, aujourd'hui, le pouvoir doit être changé au Congo pour continuer à maintenir et à garantir les intérêts des Occidentaux dans ce pays. Et on est en face d'une nouvelle guerre commerciale avec les Chinois, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les Chinois ont décidé d'avoir une politique d'expansion au niveau international. Il y a quelques mois, les Chinois ont ouvert leur première base militaire en Afrique, dans le pays qui est situé au niveau de la Corne de l'Afrique, qui s'appelle Djibouti, qui est à côté de la Somalie plutôt, et à côté de l'Érythrée et de l'Éthiopie. Donc par rapport à cela, les Chinois ont montré clairement aujourd'hui qu'ils allaient aussi rentrer dans le jeu des superpuissances mondiales. Ça veut dire qu'ils vont avoir une politique expansionniste vis-à-vis du monde et particulièrement de l'Afrique. L'Afrique pourquoi? Pour les matières premières. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les États-Unis et la Chine se livrent une guerre technologique. Voilà pourquoi ce que vous avez vu, la directrice commerciale de Huawei, Meng, si je ne me trompe pas, Meng Wanzhou, a été arrêtée au Canada pour freiner la capacité commerciale de Huawei au niveau de l'Afrique du Nord. Il faut savoir aussi que Huawei, depuis quelques temps, a été interdit de commercer leurs téléphones portables dans certains pays occidentaux, dont les États-Unis font partie, le Canada, non, les États-Unis, oui, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et quelques pays occidentaux. Pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a une guerre ouverte entre les nations occidentales qui sont pilotées par les États-Unis et la République populaire de Chine qui commence à devenir la première puissance mondiale. Et suite à cette guerre-là, les États-Unis veulent couper l'herbe sous le pied des Chinois. Quand je dis couper l'herbe sous le pied, c'est quoi? C'est l'approvisionnement des matières premières des entreprises chinoises. Ils veulent en fait interrompre en fait leur approvisionnement, dont deux matières premières stratégiques qui sont le cobalt et le coltan. Pour tous ceux qui s'intéressent un peu à la RDC depuis des années, savent que le coltan c'est le métal qu'on utilise pour nos appareils portables, pour les ordinateurs ou pour tout ce qui est appareil de haute technologie. Du moins le tantalite, parce que quand on parle du coltan, c'est le colombite tantalite. Et à côté, vous avez en fait le cobalt. Le cobalt, c'est l'autre matière première qu'on utilise, qui sont mises
dans les batteries de téléphones portables, de voitures. Aujourd'hui, on nous parle tous d'écologie, de voitures écolo, soi-disant les voitures électriques seraient des voitures écolo. Et pour pouvoir avoir des batteries de haute performance, on a besoin de cobalt. Et il faut savoir que ces deux matières premières, le coltan et le cobalt, se trouvent à 70-80% des réserves mondiales en RD Congo. Donc ce qui fait que la RDC est un enjeu hautement stratégique pour ces deux nations-là, que sont les États-Unis d'Amérique et la Chine. Donc, voilà où est-ce qu'on en vient par rapport à la question des élections présidentielles congolaises. C'est que, avec cette élection-là, les Américains ont mis une stratégie pour que les Chinois ne puissent plus être approvisionnés en cobalt et en coltan venant de la RD Congo. Et pour ce faire, ils ont décidé en fait que la politique RD congolaise change de main en mettant une nouvelle personne qui est Martin Fayoulou, selon leur estimation ou leur volonté plutôt. Et maintenant, il faut savoir que depuis que Kabila a décidé de faire la tête dure avec les Occidentaux, les Chinois, accompagnés des Russes, ont décidé de maintenant appuyer le régime de Joseph Kabila. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Joseph Kabila est soutenu militairement et financièrement par la Chine et par la Russie. Ce qui fait que comme la Chine et la Russie sont en guerre commerciale et même autre avec les Américains et les nations occidentales, ce qui fait que les Chinois et les Russes ont décidé en fait d'appuyer Joseph Kabila pour le maintenir au pouvoir. Mais comme tout le monde sait que Kabila n'est pas populaire au Congo par rapport à tous les massacres, tous les meurtres qu'il a pu commettre au Congo, pour pouvoir en fait se maintenir au pouvoir, il a décidé en fait de passer en sous-main derrière un personnage ou du moins un acteur de la politique congolaise qui a une certaine crédibilité, qui était Félix Tshisekedi. Voilà parce que vous avez vu que Félix Tshisekedi a été nommé par Kabila pour que ces gens-là puissent garantir et aussi avoir toujours la main mise sur les matières premières congolaises. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces histoires d'élections entre Félix Tshisekedi et Martin Fayoulou sont en réalité une guerre de procuration dont on utilise ces deux personnages-là pour confronter les deux puissances que sont d'un côté la Chine et d'un côté les États-Unis d'Amérique. Ce qui fait que Martin Fayoulou, étant le poulain des Américains, il défend en fait bec et ongle les intérêts de ses partenaires, si je peux dire. Et de l'autre côté, Kabila, avec son équipe, et aujourd'hui, en ayant mis le pied à l'étrier, M. Félix Tshisekedi, eux aussi font partie d'un autre camp. Ce qui fait que vous avez en fait ces deux camps-là qui sont en train de s'interposer, ou du moins de se confronter par candidats interposés. Et aujourd'hui, nous autres Congolais, devenons victimes de ces stratégies-là. Parce qu'il faut dire que quand vous voyez les affrontements qu'il y a entre les Congolais, pour ceux qui sont pro-Fayoulou ou ceux qui sont pro-Chilombo Tshisekedi Félix, en vérité, derrière, ce sont les intérêts des Chinois et des Américains qui sont en train de se confronter. La confrontation que vous voyez, en fait, en réalité, c'est la Chine et les États-Unis. En aucun cas, le peuple congolais ne tire un quelconque avantage de ce conflit-là. Pour beaucoup de personnes, en fait, pensent que la question des élections, c'est juste une question avec le Rwanda qui a mis une stratégie pour continuer à s'approprier des matières premières du Congo, et ainsi de suite, alors que la réalité, elle est ailleurs, elle est autre. La réalité de cette confrontation entre Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi, derrière Joseph Kabila, sont une confrontation entre deux superpuissances qui mènent actuellement une bataille féroce pour la suprématie au niveau commercial et technologique. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas un peu les questions géopolitiques, si vous l'ignorez, actuellement les Chinois sont en phase de dépasser commercialement les États-Unis d'Amérique. Et comme les Américains veulent garder la suprématie au niveau commercial, au niveau mondial, ils veulent en fait à tout prix
freiner les ardeurs des Chinois. Et pour pouvoir ce faire, il faut en fait qu'ils changent de politique vis-à-vis de certains pays africains. Et le Congo est malheureusement encore pris en étau par rapport à cette guerre-là. Donc, ce que vous êtes en train de voir, hein, ce n'est pas en fait une guerre comme certains essaient de nous faire croire que c'est une guerre tribale, que les Congolais, on n'est pas un peuple tribaliste, nous. On n'a jamais eu en fait ce problème-là de tribus, de je ne sais quoi, comme vous avez pu voir dans le pays à côté, le Rwanda, ou ce que vous pouvez voir dans d'autres pays voisins. Cette histoire de guerre tribale n'a jamais existé chez nous. Parce que les Congolais ont toujours coopéré de tout temps. Il y a toujours eu des mélanges entre différentes ethnies et autres. Il n'y a jamais eu ce souci-là de tribalisme ou autre. Aujourd'hui, certains en fait essayent d'utiliser cette corde sensible et de nourrir les tensions pour faire croire que la question congolaise derrière, c'est parce que les gens ne sont pas d'accord avec le fait que Félix Tshisekedi ait été élu parce que c'est un Moulouba. C'est pas la vérité, c'est pas la réalité. Nous n'avons jamais eu de problème tribal au Congo, à part quand il a fallu en fait manipuler les Congolais pour s'adjuger de leurs matières premières. On va remonter à l'indépendance du Congo. Tout le monde sait ce qui s'est passé à l'indépendance du Congo avec le discours de Lumumba le 30 juin 1960 qui avait fortement déplu les nations occidentales. Et de là, il y a eu comment on dit ça déjà? Il y a eu un complot de la part des Américains pour assassiner Patrice Emery Lumumba et pour mettre à sa place une personne qui était plus favorable aux intérêts occidentaux. Et après, vous avez vu, il y a eu la première guerre du Congo, la deuxième guerre du Congo, et qu'à la fin, qui a mis Mobutu au pouvoir, que nous avons eu pendant 32 ans. Après, il s'est avéré que Mobutu était un agent de la CIA aux ordres des Américains. Et à la fin, parce qu'il faut savoir que, bon, parler un peu de géopolitique, c'est un peu compliqué parce qu'il faut rentrer dans différents paramètres, et je sais que tout le monde n'a pas forcément le bagou et la connaissance sur ces dossiers-là. Et il faut savoir que quand Mobutu avait été mis au pouvoir, on était dans la période qu'on appelait à l'époque la guerre froide. Donc, à l'époque, il y avait l'Union soviétique qui était en conflit direct avec les États-Unis d'Amérique. Et ce qui fait que pour garantir les intérêts occidentaux au niveau de l'Afrique centrale, ils avaient besoin en fait de mettre un pouvoir fort d'un Africain pour stopper toute progression de l'Union soviétique au niveau de l'Afrique centrale. Voilà parce que Mobutu avait été soutenu jusqu'en 1991, date à partir de laquelle les Américains ont décidé de changer la politique au niveau de l'Afrique centrale. Et c'est là que il y a eu à l'époque qu'on appelait les conférences nationales souveraines qui ouvraient au multipartisme les pays africains. Parce qu'il faut savoir que pendant ces périodes-là, la période de Mobutu, le multipartisme était interdit à l'époque. On avait le droit qu'un seul parti, à l'époque c'était le MPR, le Mouvement Populaire de la Révolution, dont le père de Félix Tshisekedi a fait partie, le feu Étienne Tshisekedi. Et donc par rapport à cela, Mobutu avait été mis au pouvoir pour ces intérêts-là. Et donc Lumumba avait été tué par la CIA et par la Belgique pour les intérêts occidentaux. Après, il s'est passé l'épisode de la FDL, avec ce que vous savez, la rébellion qui est sortie de l'Est du Congo, avec l'appui du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda, de l'Afrique du Sud et d'autres pays, qui a mené Laurent Désiré Kabila au pouvoir, qui devait être à la base un président marionnette. Et lui, il a déjoué les plans des Occidentaux pour pouvoir prendre le pouvoir. Et à la fin, si je peux dire, il a mis à l'envers à ses partenaires, qui étaient le Rwanda et l'Ouganda. Ce qui fait que quand Laurent Désiré Kabila a demandé au Rwanda et à l'Ouganda de partir du Congo, ça a créé ce qu'on appelle la troisième guerre du Congo, qui avait à l'époque fait, il y avait eu une bataille, c'était une guerre qui avait commencé en 98 contre le Rwanda et l'Ouganda qui voulaient en fait s'approprier de certaines régions de l'Est du Congo pour les matières premières, dont l'or, le coltan
Et si je ne me trompe pas, l'or, le coltan et j'ai oublié quelle autre matière. Il n'y avait pas encore l'histoire de cobalt à cette époque-là. C'était d'autres matières premières, mais ça me reviendra. Et donc, à la suite de ça, il faut savoir que déjà, le Rwanda et l'Ouganda étaient des pays qui étaient déjà parrainés et pilotés par les États-Unis d'Amérique. Depuis la guerre, depuis qu'il y a eu le génocide au Rwanda, il faut savoir que le Rwanda de Paul Kagame a été soutenu militairement et financièrement par les États-Unis d'Amérique. Ce qui fait que ce que vous voyez derrière la guerre au Congo, on essaie d'imputer ça aux Rwandais, alors qu'en réalité, les personnes qui sont responsables de la guerre au Congo, c'était les Américains. Mais les Américains ont utilisé les Rwandais armée de procuration pour s'approprier les matières premières congolaises. Voilà pourquoi vous avez vu que le Rwanda a commencé à financer, armer des rébellions à l'est du Congo pour s'approprier ou s'adjuger certains territoires congolais. Mais cela était fait par ordre des Américains pour pouvoir s'approprier les matières premières. Parce que les Américains, il faut savoir qu'ils ont été traumatisés à la suite de la guerre qu'il y a eu en Somalie qui s'est passée en 1995. Je ne sais pas si vous savez que les États-Unis avaient essayé, au milieu des années 90, de faire une guerre pour mettre une personne au pouvoir en Somalie. Mais malheureusement, les Somaliens avaient opposé une résistance farouche aux Américains. Ce qui fait que les Américains ont vécu une débandade en Somalie. Et depuis, en fait, ces faits-là, en terre africaine, les Américains ont décidé de ne plus jamais directement, en fait, se mêler à une guerre africaine. Et voilà pourquoi ils ont, en fait, mis des nouvelles stratégies en place pour que ce soit, en fait, d'autres qui mènent leur guerre à leur place. Dont, aujourd'hui, le Rwanda et l'Ouganda sont devenus, en fait, leur État par procuration pour pouvoir faire des guerres un peu partout en Afrique. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, le Rwanda ne fait pas simplement la guerre au Congo. Ils ont fait la guerre au Soudan, le pays aussi voisin, parce qu'on a une frontière avec le Soudan. Il y a eu une guerre, il y a eu les soldats rwandais en Centrafrique et au Darfour, au Soudan toujours, et au Mali, je crois, avec les forces de l'ONU. Pour vous dire que le Rwanda aujourd'hui est utilisé comme arrière-base aux États-Unis d'Amérique pour pouvoir piloter des opérations militaires en terre africaine. Et comme aujourd'hui, malheureusement pour eux, le poteau rose commence à être démasqué, ils ont besoin de passer de manière différente. Aujourd'hui, ils ne veulent plus passer en fait par un État qui fera leur travail à leur place. Ils veulent directement maintenant traiter avec les pays en question. Dont la nécessité maintenant de mettre une personne qui est acquise à leur stratégie dans un pays comme le Congo. Dont le besoin de mettre Martin Fayoulou au pouvoir. Voilà pourquoi est-ce que vous voyez, il y a eu la réunion du Conseil de sécurité il y a 2 jours à New York concernant le Congo. Voilà pourquoi est-ce que vous voyez tous les médias français qui viennent, qui nous rabâchent les oreilles, que Martin Fayoulou serait le vrai gagnant, qu'il n'y aurait pas eu la vérité des urnes. On va dire dans les faits, on sait tous que les résultats qui ont été donnés, c'est des résultats qui sont bidons. Il ne faut pas être un génie pour pouvoir le comprendre. Nous le savons tous. Mais maintenant, il faut comprendre en fait quels sont les enjeux qui se cachent derrière. Parce que le problème avec notre peuple, c'est que beaucoup en fait réfléchissent ou agissent par émotivité. Alors que les questions stratégiques sont des questions dans lesquelles il faut avoir une clairvoyance, mais surtout en fait, il faut le faire à tête opposée. Il ne faut pas avoir l'esprit... Comment est-ce que je pourrais dire ça? Il ne faut pas avoir l'esprit chaud. Et le problème qui se pose à nous, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup pensent que la question qui nous est mise avec la question des élections est juste une question entre deux candidats qui se mèneraient une guerre dont l'autre serait frustré parce qu'il n'aurait pas remporté la mainmise par rapport à l'autre. Alors que la vérité, elle est ailleurs. La chose face auquel on est aujourd'hui, c'est que le Congolais va être pris en otage par rapport
à des guerres stratégiques auxquelles nous autres Congolais ne gagnerons rien. Il faut savoir que la RD Congo, j'avais lu un rapport il y a quelques années qui disait que le pillage des matières premières congolaises s'estimait chaque année à l'équivalent de 1400 milliards de dollars chaque année. Ça veut dire que les Congolais, leur sous-sol est pillé à hauteur chaque année de 1400 milliards de dollars chaque année. Chose qui est immense. Et pendant ce temps-là, il y a 1400 milliards de matières premières qui partent chaque année en cuivre, en cobalt, en uranium, en or, en diamant, en manganèse, je ne sais quoi d'autre encore comme matière première, en bois précieux, parce qu'on a tendance aussi à oublier que le bois congolais est un des bois les plus prisés au monde. Le bois rouge, le bois rose, le bois noir, le bois qu'on appelle le bois wenge, qui est un bois très rare, et j'ai oublié les bois d'acajou et bien d'autres bois, qui sont utilisés dans différentes industries, hein. Autant dans l'industrie du luxe, pour les bois, pour les meubles luxueux, autant dans l'industrie automobile, pour pouvoir faire les tableaux de bord de certains véhicules de haut de gamme, Rolls-Royce, Bentley, Mercedes, BMW, Porsche et j'en passe. Ce qui fait que il y a plus de 1400 milliards de dollars qui sont pillés chaque année. Et pendant qu'on pille à hauteur de 1400 milliards de dollars le sous-sol congolais, le gouvernement congolais, lui, a un budget d'à peine 8 milliards de dollars par an. Vous vous rendez compte? On nous vole d'un côté 1400 milliards en matières premières et derrière, notre gouvernement, soi-disant, n'a ne serait-ce que 8 milliards de dollars pour pouvoir fonctionner chaque année. Mais où vont les 1400 milliards de dollars? C'est ça que les Congolais devraient se poser. Au lieu en fait on cherche toujours à essayer d'opposer les gens par rapport à des questions politiques qui n'apporteront rien. Parce que le vrai enjeu vis-à-vis du Congo, c'est la question économique et commerciale. On aura beau essayer de venir nous parler la vérité des urnes, en fait, en réalité, on est en train de nous endormir. Parce qu'on nous parle de vérité des urnes, alors que pendant ce temps-là, la Chine et les États-Unis sont en train de se battre pour savoir qui va s'adjuger le Congo. Et pendant ce temps-là, les Congolais, eux, ne savent même pas que la terre entière est en train de convoitiser leur pays, de mettre des stratégies en place pour pouvoir encore s'accaparer de leur richesse. Et on est en train les deux candidats là, à l'élection présidentielle, que ce soit Félix Tshisekedi ou Martin Fayoulou, sont en train de nous endormir avec une question de vérité des urnes. Je pense que il faut en fait qu'on puisse, on va dire, analyser la question congolaise avec un regard beaucoup plus global. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est que beaucoup de Congolais, en fait, ne s'intéressent pas, on va dire, à la géopolitique. Mais le problème, c'est que si vous voulez comprendre, en fait, pour quelles raisons le Congo est aujourd'hui le pays africain où il y a le plus de souffrance, parce qu'il faut savoir que toute l'Afrique souffre, mais le pays qui crispe le maximum, et qui cristallise plutôt le maximum de souffrance, c'est la RDC. On nous parle de millions de morts, de millions de femmes violées, qui sont mutilées pour des intérêts géostratégiques. À qui profite le crime? Surtout pas à nous. Donc, on doit commencer à s'intéresser à la question géostratégique pour comprendre en fait à qui profite en fait cette situation-là RD congolaise. Certainement pas aux Congolais, parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune entreprise congolaise qui exploite le coltan. Il n'y a aucune entreprise congolaise qui exploite le cobalt. Il n'y a même aucune entreprise congolaise qui exploite le cuivre, parce qu'il faut savoir que le Congo est aussi le plus gros producteur de cuivre mondial. Il faut savoir que le Congo extrait par mois près de 1,5 million de tonnes de cuivre par mois. Si vous faites des petites recherches, vous allez trouver en fait, vous pouvez en fait vous renseigner, vous documenter pour savoir en fait combien vaut une tonne de cuivre sur le marché international. Et si vous allez faire des recherches, vous allez voir que la tonne de cuivre au marché international est estimée à près de 8000 dollars. Une seule tonne. Et imaginez-vous qu'au Congo, il y a 1,5 million de tonnes qui partent chaque année. Si vous faites les calculs, je ne sais pas s'il y a des bons mathématiciens parmi vous,
mais je pense que vous allez tomber sur des chiffres ahurissants. Sans compter que le Congo est aussi producteur de pétrole. On ne sait même pas combien de millions de barils on produit par mois. On produit des dizaines de tonnes, voire des centaines de tonnes chaque mois de cobalt et de coltan. On ne sait même pas. Je crois que le coltan et le cobalt, le kilo de cobalt au marché international est estimé, si je ne me trompe pas, derrière les derniers chiffres que j'avais vus, je crois que j'avais fait des recherches l'année dernière, on était à près de 480 dollars le kilo de cobalt sur le marché international. Et il faut savoir que le Congo fournit chaque année des milliers de tonnes de cobalt. Sans compter le coltan, sans compter les diamants, sans compter encore les autres matières premières. Pour vous dire que la vraie question, la question congolaise, en fait, ne se trouve pas en fait dans les questions de qui a gagné les élections présidentielles, qui va prendre le pouvoir, qui ne va pas prendre le pouvoir. Parce que jusqu'à preuve du contraire, le problème que les Congolais ont n'est pas en fait un problème d'élection. Parce qu'il faut savoir que le système de prédation que les Congolais subissent existe depuis la colonisation. Depuis qu'il y a eu ce qu'on appelle la conférence du Congo, que certains appellent la conférence de Berlin, sur lequel les nations occidentales se sont appropriées le Congo avant tout, et à partir du Congo, ont tracé des frontières, ou du moins ont délimité leur zone d'influence, et c'est ce qui a créé les pays qu'on connaît actuellement. Que vous voyez, Congo-Brazzaville, Centrafrique, Zambie, Angola, Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali. Avant ça, ces pays-là n'existaient pas. Et c'est à la conférence du Congo. Parce qu'il faut savoir que la conférence de Berlin, elle a été faite, là où on a partagé l'Afrique, elle a été faite en Allemagne. Et quand vous prenez les documents allemands, le nom conférence de Berlin n'existe pas. Parce que celui qui a appelé à ce qu'on appelle la conférence de Berlin, c'est le roi Léopold II, pour pouvoir s'accaparer le Congo. Et à partir de là, les grandes puissances se sont réunies pour pouvoir partager, si je peux dire, le gâteau africain, dont la France s'est adjugée ce qu'on appelle l'Afrique occidentale française, là où est-ce qu'elle était déjà, avec le Sénégal, le Mali, la Guinée la Guinée Conakry, le Bénin, non pas le Bénin si, le Burkina Faso qui s'appelait à l'époque la Haute-Volta, tous ces pays-là. Et à partir de là, ils sont adjugés le gâteau. Chacun, l'Allemagne a pris la Namibie, le Cameroun, les Portugais ont pris l'Angola, la Guinée-Bissau, la Mozambique, d'autres ont pris encore d'autres pays. C'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là en fait que le Congo a été partagé. Et déjà la séparation de l'Afrique s'est faite sur le dos du Congo. Parce que le Congo a été la seule nation africaine qui n'a pas été une colonie. Le Congo n'a jamais été une colonie. Et ça, très peu de personnes le savent. Le Congo, parmi tous les pays africains, a été le seul pays qui n'a pas été une colonie. Le Congo, dès le départ, a été une propriété privée. Voilà le statut que le Congo avait. Le Congo était la propriété privée du roi Léopold II de Belgique. Voilà ce qu'était le Congo. Vous prenez le Congo d'en face, qui est le Congo-Brazzaville, c'était une colonie française. Vous prenez l'Angola, c'était une colonie portugaise. Vous prenez à côté le Rwanda et le Burundi, qui étaient à l'époque, qui faisaient un seul bloc, qui étaient pris par l'Allemagne. Était pris par l'Allemagne. Mais le Congo était des colonies plutôt. Mais le Congo n'a jamais été une colonie. Le Congo a toujours été une propriété privée. Et quand le roi Léopold II a fait main basse sur cette propriété-là, il faut savoir qu'on lui a prêté de l'argent. On lui avait prêté à l'époque 20 millions de francs or, qui est l'équivalent de 25 milliards de dollars américains. Et le roi Léopold II, n'ayant pas pu rembourser la dette pour pouvoir faire tourner la machine coloniale au niveau du Congo, on lui a fait quoi? On lui a fait une saisie sur propriété. Le Congo a été saisi de la main des créanciers du roi Léopold II. Et c'est ces créanciers-là qui ont fait en sorte, pour rembourser la dette du roi Léopold II, ont mis la Belgique en tant que gestionnaire du territoire congolais pour pouvoir rembourser la dette du roi Léopold II. Voilà où est-ce qu'on en est. Et la Belgique, ayant remboursé pendant près de entre 1908 et 1957, quasiment 49 ans,
Ils ont remboursé 4 fois la dette du roi Léopold II. Vous vous rendez compte? Le roi Léopold II, sa dette a été remboursée 4 fois. C'est-à-dire que la Belgique a redonné aux États-Unis, ou du moins aux créanciers du roi Léopold II, l'équivalent de 100 milliards de dollars. Et se rendant compte qu'ils avaient remboursé bien au-delà de la dette du roi Léopold II, ils ont décidé à partir d'une certaine époque de dire que bon, dorénavant, et à l'époque je crois que c'était le roi Baudouin de Belgique qui était le souverain de la Belgique. Et le roi Baudouin, faisant une audite de la dette, s'est rendu compte qu'ils avaient remboursé 4 fois la dette que le roi Léopold II devait à ses créanciers, qui sont en fait un consortium de banquiers, qui sont les banquiers de la City à Londres, les banquiers de Francfort en Allemagne, et les banquiers parisiens de Rothschild à Paris. Voilà voilà les personnes qui ont privatisé le Congo jusqu'aujourd'hui. Jusqu'au jour où est-ce qu'on est là aujourd'hui. Voilà parce que vous voyez que tous nos présidents travaillent pour les nations occidentales parce que le Congo a été privatisé depuis ce moment-là, à cause de la dette du roi Léopold II. Et ce faisant, pour finir l'histoire, pour que vous compreniez là où est-ce qu'on en est, en 1957, quand le roi Baudouin a décidé de suspendre la dette du roi Léopold II, bizarrement, les États-Unis d'Amérique, à l'époque, on va se remettre dans le contexte de l'époque, mettaient les Noirs en, je ne vais pas dire en apartheid, ils étaient sous le coup de la ségrégation raciale. C'est-à-dire que les Noirs ne pouvaient pas s'asseoir aux mêmes endroits que les Blancs, et ainsi de suite. Et les États-Unis d'Amérique, qui étaient un pays hautement négrophobe, hautement raciste, d'un coup, décident d'appuyer des pays africains pour obtenir leur indépendance. Comment un pays qui maltraite des Noirs dans son propre pays, sous son propre sol, pourrait venir aider d'autres Noirs qui sont à des milliers de kilomètres de sa propre contrée? Trouvez-vous une logique là-dedans? Pourquoi est-ce que les États-Unis d'Amérique ont favorisé l'indépendance des pays africains, dont le Congo, pour que la Belgique n'ait plus la main mise sur le Congo? Et c'est ça que les gens devraient se poser comme question. Et une fois que vous comprenez et vous avez la réponse à ce questionnement-là, vous comprendrez derrière qui a manigancé pour qu'aujourd'hui le Congo soit ce qu'il est. Pourquoi est-ce que les États-Unis ont fait assassiner Patrice Emery Lumumba avec l'aide de la Belgique? Parce qu'il y avait une complicité, parce que la Belgique, dès le départ, n'a jamais été le colonisateur, il a été l'administrateur de la RD Congo. Écoutez-moi bien, la Belgique n'a jamais été le pays colonisateur de la République démocratique du Congo à l'époque. Elle a été son administrateur pour pouvoir rembourser la dette du roi Léopold II. Et ça, très peu d'Africains et de Congolais le savent. Donc, de fil en aiguille, vous en arrivez au massacre et à l'assassinat de Patrice Emery Lumumba par les États-Unis d'Amérique, avec leur sous-traitant qui était la Belgique, et malheureusement certains Katangais, pilotés à l'époque par le gouverneur du Katanga qui s'appelait Moïse Tshombe, qui avait fait sécession sous ordre de la Belgique pour pouvoir continuer à s'accaparer des richesses du Katanga, qui étaient le cuivre et l'uranium à l'époque. Pour ceux qui ne savent pas, la première bombe nucléaire, Hiroshima et Nagasaki, avait été faite avec l'uranium provenant du Congo. Très peu de personnes le savent. Comment est-ce que les États-Unis d'Amérique ont pu s'approvisionner avec près de 20 000 tonnes d'uranium congolais pour fabriquer les deux premières bombes nucléaires? L'histoire ne nous raconte pas. On nous dit tous que les États-Unis ont balancé une bombe au Japon, à Hiroshima et à Nagasaki. Mais on ne nous dit pas en fait comment est-ce que les États-Unis se sont appropriés l'uranium. Parce que sur les terres américaines, il n'y a pas d'uranium. Et ce sont les Belges qui ont donné l'uranium aux Américains pour pouvoir confectionner les deux premières bombes nucléaires. Donc, ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire, intéressez-vous au projet Manhattan, qui était l'élaboration des deux premières bombes nucléaires. Et vous allez apprendre pas mal de choses par rapport à ça. Et vous allez comprendre que derrière, encore une fois, la victime de tout cela a été qui? Malheureusement, les Congolais. Et pour pouvoir continuer
à bénéficier, comme d'habitude, des matières premières congolaises, les Américains ont mis tout en œuvre pour faire en sorte que ce pays-là ne devienne jamais libre et indépendant. Et aujourd'hui, malheureusement, on est là en train de patauger, de chercher à savoir le pourquoi de qui est-ce qui va prendre le pouvoir au Congo, alors que la vérité, elle est ailleurs. Pendant que ces gens-là sont en train de réfléchir à comment est-ce qu'ils vont continuer à piller ce pays, nous, on va être là, on va s'affronter pour savoir qui a gagné l'élection présidentielle au Congo, alors que ces mecs-là n'ont aucun pouvoir. Martin Fayoulou, ou Félix Tshisekedi, ou même Joseph Kabila, qui est aujourd'hui la personne qui contrôle le Congo, ils n'ont aucun pouvoir en réalité, entre leurs mains. Le vrai pouvoir, c'est ceux-là qui les financent, c'est ceux-là qui les dirigent, qui sont derrière. Aujourd'hui, on peut demander la vérité des urnes. On peut demander à ce que Martin Fayoulou devienne président. Mais est-on sûr réellement que les problèmes du Congo vont changer? Moi, personnellement, je mets un doute. Franchement, je mets réellement un doute. Parce que cette histoire d'élection, je ne vous mens pas, hein, un pays aussi pauvre que le Congo, il faut quand même qu'on se remette dans le contexte. Le Congo, qui est un pays qui a un budget de 8 milliards de dollars par an. Vous rendez compte? Un pays qui, on estime, qui a 80 millions d'habitants. 80 millions d'habitants. Moi, je vis en France ici. En France, le pays, il y a 65 millions d'habitants, quasiment 70 aujourd'hui. Un budget de 400 milliards d'euros par an. Alors qu'il n'y a que 70 millions d'habitants. Le Congo est 4 fois plus grand que la France. Il y a plus d'habitants que la France. Et le budget de ce pays-là, il est de 8 milliards de dollars. Et pendant que le pays a un budget ridicule, on nous demande quoi? On nous demande d'organiser des élections présidentielles dans un pays où déjà le budget est ridicule et les élections coûtent elles-mêmes 1,5 milliard de dollars. Est-ce que les 1,5 milliard là, ils n'auraient pas pu les mettre dans des choses qui auraient pu être plus utiles que les élections qui ont été une catastrophe? Sérieusement? Moi, personnellement, hein, j'ai toujours dit, hein, le problème du Congo ne se réglera jamais avec une histoire d'élection. Ça, c'est de la poudre au jeu qu'on est en train de nous jeter à nous autres Africains. Regardez ce qui s'est passé à côté. Congo-Brazzaville, il y a 2 ans. Sassou Nguesso, il a organisé des élections. À la fin, il a gagné avec je ne sais pas combien de pourcentage. Regardez le cas du Cameroun. Il n'y a même pas d'autres mois de cela. Le Cameroun aussi est parti aux élections. Pareil, Paul Biya s'est présenté. Il a été réélu. Prenez le cas du Gabon. Ali Bongo, il est parti là-bas aussi. Pareil, élection. Mais à un moment donné, en fait, on doit comprendre, nous autres Africains, qu'on est en train de nous endormir avec ces histoires d'élections présidentielles. Si les élections changeaient quoi que ce soit quelque part sur cette planète, ça serait. Moi, je me souviens, la dernière fois où j'ai eu de l'enthousiasme pour des élections présidentielles, c'était en 2008, hein, quand Barack Obama a été élu président des États-Unis. Je me souviens que cette année-là, j'ai fait une nuit, j'ai fait une veillée parce que j'étais tellement heureux qu'un noir soit le premier président d'une nation entre guillemets occidentale, que j'étais content, je sautais partout, je pensais que voilà, la condition des noirs allait changer, que maintenant on allait être reconnu, que tout ce qu'on vivait les noirs pendant des années allait peut-être s'estomper. Ben malheureusement, je me suis trompé. Parce que aux États-Unis, la violence contre les Noirs n'a jamais été aussi violente que pendant les 2 mandats de Barack Obama. Pour vous montrer que cette histoire d'élection, ce n'est pas ça qui va changer en réalité notre condition de vie humaine à nous autres Africains, à nous autres hommes noirs. Ça, il faut le savoir. Et cette histoire de suffrage universel nous vient ici de l'Occident. Ici, vous voyez, depuis quelques semaines, là, depuis 2 mois et demi bientôt, là, les Français eux-mêmes sont en train de se rebeller contre leur gouvernement. Oh, les gilets jaunes. Tous les samedis, il y a des manifestations contre Macron, Macron démission et j'en passe. Mais pourtant, les gens pensaient que en élisant un président qui était jeune et qui avait une nouvelle vision, que la France allait changer. Bah, les Français ont vite déchanté et se sont rendus compte que cette histoire d'élection ne leur a amené nulle part
Et aujourd'hui, vous les voyez manifester, en train de pleurer matin, midi, soir. Macron, il est pas démocrate. Macron, c'est un dictateur. Macron ci, Macron ça. Pour vous montrer que les élections présidentielles, dans aucun pays dans ce monde, n'a changé quoi que ce soit. Et nous autres, si nous sommes assez bêtes pour croire qu'un jour, les choses vont changer parce qu'il y a eu des élections présidentielles, c'est parce qu'en réalité, on ne comprend pas en fait là où est-ce que nous nous trouvons. La vérité, je vous le dis, hein, elle est ailleurs. C'est-à-dire que si réellement on veut faire changer les choses sur notre continent, et particulièrement au Congo, comme je vous l'ai dit, je vous le rappelle, pour ceux qui n'ont pas bien entendu, n'a jamais été une colonie. Le Congo, dès sa création, à l'époque, qui s'appelait l'État indépendant du Congo, et regardez déjà le nom qu'on lui avait donné, pour vous montrer qu'on se foutait déjà de notre gueule à l'époque. L'État indépendant du Congo, qui était une propriété privée qui appartenait à un roi européen à 8000 km de là. À un moment donné, en fait, on doit comprendre. On n'a jamais été une colonie, on a été une propriété privée. Ce qui fait que les Congolais ont été, pendant, entre guillemets, toute la période coloniale, comme à l'époque de l'esclavage, un bien meuble. Parce que je ne sais pas si ceux qui ont lu le Code noir. Le Code noir explique en fait statuer sur le statut d'un esclave. Et il faut savoir que pendant l'esclavage, quand le Code noir a été établi par le ministre de Louis XIV, j'ai oublié son prénom, le ministre de Louis XIV, c'était quoi déjà son nom? Si quelqu'un se rappelle de son nom, là j'ai perdu le fil, j'ai perdu un peu son nom. Les Noirs étaient considérés comme des biens meubles. Mais il faut savoir que les Congolais, pendant la colonisation, l'administration belge, ont été considérés comme des biens meubles. Voilà pourquoi que la Belgique a commis certainement le premier génocide du XXe siècle au Congo. Avec l'histoire des mains coupées, quand on coupait les mains des gens, quand les Congolais ne récoltaient pas assez de caoutchouc pour les quotas qu'on leur mettait par rapport à l'administration coloniale de l'époque. Et voilà ce qui a fait qu'on coupait les mains des gens, parce que si vous devez ramener, je me trompe pas, le quota était de 25 kilos de caoutchouc par mois, non par semaine, excusez-moi, c'est même pas par mois. Chaque Congolais vivant près des forêts où il y avait le bois d'EVA qui sortait le caoutchouc, devait récolter 25 kilos de caoutchouc. Et quand le quota n'était pas atteint, de la part des populations du Congo à cette époque-là, on leur coupait la main comme premier avertissement et première punition. Au départ, on vous coupe la main de votre enfant. Après, on vous coupe la main de votre femme. Et au deuxième coup, quand vous n'arrivez pas encore à ramener le quota de caoutchouc qui vous est demandé, là, on leur coupait la tête. Et c'est ça qui a amené à ce qu'il y ait le premier génocide et qu'il y ait eu plus de 10 millions de Congolais qui ont été tués pendant cette période-là, qui a été une période horrible. C'est-à-dire que la moitié des Congolais ont été tués pendant cette période-là. Pour vous dire que les problèmes du Congo, en fait, sont des problèmes qui remontent à très 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 longtemps. À très longtemps. Donc, ce que vous voyez aujourd'hui, avec les génocides qu'on est en train de vivre avec l'Est du Congo, pour l'accaparement des matières premières, du coltan et du cobalt, en vérité, c'est la suite logique, en fait, de ce qui s'est passé depuis plus d'un siècle. Donc, on ne sortira pas, en fait, de cette ornière-là avec des élections présidentielles. On est en train de nous blaguer. On nous blague. Les élections, c'est une mascarade. Parce qu'en réalité, on nous fait croire à nous autres peuples qui est-ce qui va continuer, si je peux dire, excusez-moi peut-être de la vulgarité, à nous entuber pendant que les questions prioritaires se trouvent autre part. Parce que pendant que nous, on est en train de courir derrière un soi-disant président ou candidat à la magistrature suprême, bah en fait, en réalité, les vraies choses, les vrais enjeux sont discutés à huis clos avec d'autres personnes. Pendant que nous, on est en train de se battre pour que Félix Tshisekedi ou Martin Fayulu deviennent présidents, les Américains, eux, ils disent, bah ok, les Chinois sont en train de prendre des matières premières du Congo, comment on va faire pour arrêter leur approvisionnement de ces matières premières-là, pour la suprématie technologique dans ce monde. Et nous, on est là en train de se battre. Je vois, il y en a qui sont en train d'insulter les Balouba, d'autres sont en train de faire ceci, alors que la question elle est ailleurs. Moi, je n'ai pas en fait m'embrocher avec mes propres frères pour des questions auxquelles je n'aurai aucun intérêt, où mon peuple ne va gagner
aucun bénéfice. Soyons logiques. Et j'ai l'impression en fait que tellement on est une population acculturée, on ne sait pas en fait mesurer l'étendue en fait des enjeux qui sont les nôtres. Aujourd'hui, vous avez la terre entière hein, qui veut en fait s'approprier des matières premières africaines et particulièrement congolaises. Pourquoi? Parce que chaque nation veut avoir son mot à dire dans ce monde. Vous avez vu dernièrement, les Chinois ont posé une sonde sur la face cachée de la Lune. Vous avez vu un peu dernièrement, il n'y a même pas une semaine et demie, les Chinois ont montré en fait que technologiquement parlant, ils sont arrivés à un niveau technologique très élevé. Ils font partie des rares nations qui ont eu la capacité de pouvoir lancer des engins au niveau de l'espace et pouvoir déposer sur la Lune. Avec les Américains, les Russes, les Indiens, les Chinois maintenant, et si je ne me trompe pas, les Brésiliens, il n'y a que 5 nations qui ont pu le faire. Mais si les Chinois ont pu faire ça, c'est parce que les Chinois aujourd'hui ont accès aux matières premières congolaises. Parce que tous leurs satellites, là, leurs appareils de haute technologie, sans le Congo, ce n'est pas possible. Sans le Congo, les Chinois ne peuvent pas aller sur la Lune. Ce qui fait que les Chinois aujourd'hui mettront toute leur énergie pour continuer plutôt à s'approprier des matières premières congolaises. Pendant ce temps-là, quand les autres sont en train de penser à comment est-ce qu'ils vont continuer à nous piller, nous on va être là pour savoir qui va diriger le Congo, avec un président d'un côté qu'on nous présente qui va être un président pantin, qui n'aura aucun pouvoir, et de l'autre, un président qui sera complètement contrôlé et manipulé par les Occidentaux. Bon, en fait, en réalité, on est en train de nous faire une proposition entre la peste et la choléra. Vous préférez être mangé à quelle sauce, les Africains? La peste, c'est Félix Tshisekedi. On a déjà eu, je pense, quelle maladie je peux vous donner pour vous donner en fait le virus qu'on avait avant, qui était Kabila, qui était un virus hautement toxique. Et aujourd'hui, on veut nous enlever un virus pour nous donner une épidémie. C'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. On sort d'un virus pour aller vers une épidémie. C'est-à-dire qu'on va se battre pour des personnes qui n'auront en réalité aucun pouvoir. Si on veut réellement se délivrer, sortir de la mainmise occidentale, on doit poser les vraies questions. Et les vraies questions du Congo ne sont pas les questions liées à la présidentielle, ou aux législatives, ou à la députation. Ça, c'est des conneries. On est en train de nous endormir. C'est-à-dire que pendant qu'on est en train, je vous le dis, hein, prenez l'exemple de tous les pays qui sont autour de nous. Prenez le cas de la Côte d'Ivoire. Vous avez vu, hein, en Côte d'Ivoire, qui s'est passé en 2010, début 2011. Les Ivoiriens avaient voté en grande partie pour Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qu'a fait la France? La France a attaqué, avec l'aide des rebelles, le palais présidentiel. Ils ont pris Laurent Gbagbo, ils l'ont ramené. Pour vous dire que les questions présidentielles chez nous, ça ne nous apporte que des problèmes. Vous avez vu ce qui s'est passé après, derrière, au Sénégal, avec Macky Sall. Il y a eu des mouvements de citoyens comme il y en a marre au Sénégal, qui ont fait tout en sorte pour pousser l'ancien président sénégalais, Abdoulaye Wade, dehors. À la fin, ils se sont retrouvés avec Macky Sall. Et aujourd'hui, les Sénégalais sont en train de se rendre compte que ils sont encore fait entuber. Macky Sall n'est pas la personne qu'ils imaginaient. Pour vous dire que les choses n'ont pas forcément avancé dans le sens qu'ils voulaient. Vous prenez le cas, tout à l'heure je disais, du Congo-Brazzaville, le pays qui est le plus proche de nous. Il s'est passé quoi? Ils ont fait les élections, Sassou s'est représenté une troisième fois. À la fin, les élections ont été truquées comme d'habitude. Il est passé. Le pays encore juste à côté, le Gabon, Ali Bongo s'est encore représenté une énième fois. Il a triché, il a fait tout ce qu'il avait à faire. Et en fin de compte, il a encore passé. Pour vous dire que, mes chers frères compatriotes africains, les élections en Afrique, et je le répète depuis des années, aucun président africain n'organise des élections sur son sol pour perdre ces élections-là. Donc celui qui imagine qu'un président africain, il va mettre 1 milliard d'euros, de dollars en jeu pour perdre des élections, c'est que vous n'avez pas compris en fait face à qui on avait affaire. Aucun président africain n'organise des élections pour pouvoir les perdre. Et on est les seuls abrutis
on est les seuls chèvres à croire que ces gens-là, ils vont faire preuve. Les mecs, ça fait des années qu'ils sont au pouvoir, ils n'ont jamais fait preuve de bonne volonté. Et du jour au lendemain, ils vont venir, boum, ok, maintenant, je décide de quitter le pouvoir et je vais devenir démocrate. Il faut arrêter de rêver. Donc, on est en train de nous endormir. La question par rapport aux élections congolaises ne sont pas les questions entre Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi ou même avec Joseph Kabila. C'est quels sont les enjeux des grandes superpuissances qui veulent s'accaparer des matières premières pour encore continuer à avoir la suprématie au niveau commercial, technologique et idéologique aussi au niveau du monde. C'est ça les enjeux qui sont en fait derrière la bataille des élections congolaises. La suprématie au niveau technologique, commercial. Voilà pourquoi en fait les grandes superpuissances se battent. Ils ne se battent pas pour savoir qui sera le meilleur démocrate, qui sera à la tête du Congo. Ils n'ont rien à cirer de ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est continuer à progresser pour leur pays. Imaginez-vous, hein, le Congo, le plus grand producteur avec la Zambie, le pays aussi voisin, de cuivre au monde. Et le Congo n'est même pas électrifié. Il n'y a même pas de branchement électrique aux bonnes normes. Imaginez-vous, on extrait plus d'1,5 million de tonnes de cuivre de notre bled et nous-mêmes, on n'a même pas accès à l'électricité. Vous partez dans certains coins à Kinshasa, l'électricité, il n'y en a même pas. Vous allez au plus profond à côté des villages, là où on extrait même le cuivre là, ils n'ont même pas d'électricité. Et on est en train de nous parler de quoi? On nous parle de élections présidentielles, je sais pas quoi. Ces gens-là sont en train de nous endormir. Et moi, je pense que les plus grands terroristes, même africains, sont ces soi-disant personnes, sont ces soi-disant politiciens africains. Je les mets tous dedans. Opposition, gouvernement en place, régime en place, c'est la même. Aucune de ces personnes ne veut le bonheur des Africains. Regardez ce qui s'est passé au Gabon. Je vais donner le cas du Gabon. Les Gabonais se sont mis derrière le candidat déchu aux élections présidentielles qui s'appelait Jean Ping. Jean Ping est un ancien dignitaire de l'époque de Omar Bongo. Ce gars-là, il a pillé le Gabon avec les autres comme tout le monde. Et d'un coup, ce gars-là se transforme du jour au lendemain en tant qu'opposant. Et les Gabonais vont s'entretuer pour réclamer la vérité des urnes entre Jean Ping et Ali Bongo. Mais ces gens-là, ils sont en train de se foutre de votre gueule. Ces gens-là se foutent de nous. Et je dis que on n'a pas en fait un message, une parole assez radicale vis-à-vis de ces gens-là. Parce qu'avec tout le mal que ces gens-là ont fait, parce que regardez, moi je vous le dis, hein, pour aider l'Afrique, hein, on n'a pas besoin d'être président. Je vous le dis. Pour aider nos pays africains, on n'a pas besoin d'être député, on n'a pas besoin d'être président, on n'a pas besoin de tout ça. Ces gens-là nous orientent dans cette direction-là pour nous aveugler et nous désorienter. Alors que les choses essentielles se trouvent ailleurs. On vit en France. Je vous le dis une chose. Hein. En France et en Occident de manière générale. Si l'Occident est ce qu'elle est, ce n'est pas parce que Macron a été élu. Ce n'est pas parce que Sarkozy a été élu. Ce n'est pas parce que Donald Trump a été élu. Si nous tous connaissons l'Occident, c'est par rapport aux institutions que l'Occident a mis en place. Les institutions au niveau commercial, les institutions au niveau société civile et autres. Quand je parle d'institutions commerciales, aujourd'hui, on voit les Noirs, on est les premiers à être les plus gros consommateurs de tout et n'importe quoi. Le Renoir veut avoir le dernier téléphone portable en vogue. Ouais, j'ai l'iPhone XS Max. Ouais, j'ai le Huawei Mate 20 Pro. J'ai le Samsung S10. J'ai ceci, j'ai cela. Premier consommateur. Si vous connaissez ces entreprises-là, ces institutions-là, parce que des personnes ont mis en œuvre leur savoir-faire et ils vous ont vendu leurs produits. C'est grâce à ça que vous connaissez les Occidentaux. Aujourd'hui, vous voyez les Renois, ils sont là derrière, ils veulent tous acheter du Gucci, tous acheter du Louis Vuitton, tous des Anotti, tous des paires de Casal, tous, on est derrière le matérialisme, alors que l'Occident a bâti sa réputation
grâce à son savoir-faire en matière technologique et dans l'artisanat. Aujourd'hui, vous connaissez tous les grandes entreprises occidentales, que ce soit pour les voitures Mercedes, BMW, Porsche, Renault, et ainsi de suite. C'est ça qui fait avancer des nations. Les industries. Pendant que nous, on est en train de nous chanter à longueur de temps les questions présidentielles, les enfants chinois, les enfants occidentaux pensent à créer les nouvelles industries de demain. Aujourd'hui, regardez, hein, on est tous connectés sur Facebook. Eux, ils font des Facebook Live, ils créent des outils technologiques pour qu'on puisse se regarder les uns avec les autres. Ils nous créent les derniers téléphones portables avec nos propres matières premières. Et pendant que ces gens-là font avancer l'humanité, certes, en mal, parce qu'il y en a qui vont dire oui, il y a la pollution, il y a l'exploitation des matières premières, il y a ci, il y a cela. Mais ces gens-là, dans tous les cas, il faut avancer parce qu'on utilise tous leurs outils. Pendant qu'eux, ils sont là, en train de faire avancer leur nation, leur civilisation, avec nos matières premières, nous, on parle de quoi? On parle d'élection. Oh, c'est lui qui a gagné. Non, il a perdu, c'est nous qui avons gagné. Mais vous êtes des trous du cul. Je vous le dis, hein, excusez-moi de la vulgarité. Pour de vrai, les Renois, vous êtes des trous du cul. Parce que vous ne préparez pas votre avenir. Vous préparez votre avenir, vous savez ce que vous serez en train de faire? Vous serez en train de réfléchir à ce que je peux apporter à ma population. Quels sont les besoins primaires de ma population et comment est-ce que je veux pourvoir à ces besoins-là? Voilà des gens qui réfléchissent. Et pendant ce temps-là, nous, on est quoi? On est là en train de parler. Je sais pas. Personnellement, je sais pas, des fois, ça me désole quand je vois ça. Je me dis, on est encore loin du compte. Réfléchissons à comment faire avancer nos économies, nos civilisations avec nos propres concepts. Je ne demande pas à faire du copier-coller de ce que les Occidentaux font. Je demande à mettre en œuvre certaines choses qui pourront faire avancer nos populations. Voilà ce que je demande. Par rapport à nos besoins qui ne sont pas les besoins des Occidentaux. On n'a pas forcément besoin de faire des industries lourdes comme les Occidentaux le font chez eux. On n'a pas besoin de polluer nos terres, de spolier nos terres pour exploiter nos matières premières, pour montrer qu'on est comme les Occidentaux. On n'est pas obligé de faire ça. Mais mettons-nous en œuvre pour amener une plus-value à notre population. Et surtout, je parle à ceux qui vivent ici en Occident. Encore quelqu'un qui vit au pays, qui n'a pas eu accès à l'instruction, qui n'a pas eu accès aux bibliothèques, au savoir, à Internet. La plus petite des choses. Ici, on a tout. Aujourd'hui, regardez, on a Wikipédia. Vous tapez, vous voulez savoir quelque chose? Wikipédia te donne toutes les réponses. Aujourd'hui, on a toutes les capacités. Mais nous, ici, on est en Occident, les Renois, au lieu de penser à savoir comment est-ce qu'on va faire évoluer nos nations, on est là, on dirait on est en train de rêver. On contemple, on se promène, on regarde la Tour Eiffel. Ah, la Tour Eiffel, c'est joli. Ah, les Champs-Élysées, c'est beau. Ah, Washington, Wesh. Mais pendant que nous, on contemple les pays des autres, eux, ils construisent, ils avancent. Il y a 20 ans, on n'avait pas d'iPhone, ça n'existait pas. Aujourd'hui, les iPhones existent. Il n'y avait pas de PlayStation il y a peut-être 30 ans. Aujourd'hui, vous avez tous des PlayStation dans vos maisons. On n'avait pas de box dans nos maisons. Aujourd'hui, tout le monde a des Freebox, des box en pagaille. On a tous des PC portables. Mais ces gens-là ont fait avancer leur civilisation. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous avez fait, vous, Africains? Moi, je dis, si on veut vraiment changer les choses en Afrique, c'est là-dessus, en fait, qu'on doit employer réellement notre énergie. Et certes, la bonne gouvernance en fait partie, mais si on y met tous du nôtre, je ne vous mens pas, hein, on est capable de faire avancer l'Afrique très rapidement. L'Afrique n'avance pas parce que les Africains se posent les mauvaises questions. Comme disait un grand anthropologue que je saluais, Mbuta Makisosila Mawete, celui qui se pose une mauvaise question aura aussi d'un côté une mauvaise réponse. C'est qu'en réalité, nous, Africains, pendant trop longtemps, on s'est posé des mauvaises questions. Voilà pourquoi est-ce que nos pays n'avançaient pas. La question électorale est une question qui ne doit pas être principale dans nos têtes. Certes, on doit demander à ce qu'il y ait une bonne gouvernance. Mais la bonne gouvernance, il faut savoir comment est-ce que c'est établi. Ça ne se fait pas simplement en claquant des doigts, en disant aux gens, on va élire telle personne, et la bonne gouvernance plutôt, va se faire. La bonne gouvernance, c'est toi et moi qui devons la faire. Quand vous partez dans vos pays d'origine,
et que vous voyez une personne qui est payée 50 dollars par mois, sachez que vous-même, vous êtes des esclavagistes. Vous-même, propres Africains. Quand vous mettez vos propres frères, vous leur donnez des salaires de 50 ou 100 dollars par mois, sachez que vous êtes des esclavagistes. Donc, si nos pays n'avancent pas, ce n'est pas parce que le président fait des dingueries, parce qu'il tue des gens, parce qu'il fait ci, parce qu'il fait cela. Le pays n'avance pas, c'est parce que vous-même ne faites pas preuve de justice. Vous n'êtes pas juste envers les vôtres. Quand vous voyez des gamins de 5-10 ans mourir dans les rues et que vous ne fassiez rien pour eux, sachez que vous êtes complice de ce qui se passe. Voilà où est-ce que je trouve l'injustice réelle dans nos pays. Parce qu'il faut dire la vérité. Quelqu'un qui vit en Occident, quand il part au bled, il est considéré comme un millionnaire. Vous avez la capacité de changer la vie des gens qui sont autour de vous. Si vous ne le faites pas, c'est parce qu'en réalité, vous n'avez pas envie que nos pays avancent. Donc la question électorale présidentielle, c'est des conneries. Parce qu'on a tous la capacité de changer les choses. Si toi, demain, tu pars au village et tu décides, je sais pas, de créer une école ou un dispensaire médical ou de créer, je ne sais pas, comment on appelle ça comment on appelle ça là où quand les gens qui cultivent des champs ou autres réunissent tout ce qu'ils ont récolté. J'ai oublié comment on appelle ça. Je sais pas des greniers, mais des... attends, le terme il m'échappe, mais bon, il va me revenir. Mais en gros, la chose la plus importante, c'est de mettre ça en place. De faire en sorte que vous puissiez en fait faire travailler vos populations de manière intelligente pour pouvoir faire avancer vos populations. Mais quand on essaie de nous faire croire que le problème chez nous, c'est juste en fait les élections, parce que ci, parce que cela, je vous le dis, hein, si demain vous devenez puissant dans vos pays, c'est vous qui aurez le contrôle sur vos présidents. Et non pas les Occidentaux que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Aujourd'hui, les coopératives, merci. Aujourd'hui, si les présidents sont pilotés de l'extérieur, c'est parce que nous-mêmes n'y mettons pas de la bonne foi. C'est ça la réalité. Demain, si moi je suis milliardaire, je suis en capacité de mettre la pression à ce président-là pour que dans tel endroit, les gens soient respectés et soient traités de manière convenable, en respectant leurs droits d'être humain. Si cela n'est pas fait, c'est à cause de nous-mêmes, parce que nous ne mettons pas le pied à l'étrier. C'est ça la vérité. Travaillons, organisons-nous, retournons dans nos pays d'origine, commencez à développer des choses, parce que regardez, ici on est là, on perd notre temps. Les gens, un Renoir ici, vous êtes là, vous touchez entre 1500 et 2000 et quelques euros par mois. Et vous vous contentez de ça, alors qu'on vous donne des miettes dans vos propres pays. Vous pouvez être des boss, des patrons, vous pouvez avoir des salaires conséquents et vous pouvez faire en sorte que les gens du pays, parce que toi qui viens d'Occident, toi qui as grandi ici, toi qui as été instruit en Occident, tu ne pourras jamais accepter qu'un Chinois, qu'un Indien, qu'un Blanc, qu'un Arabe vienne maltraiter ta population. C'est un fait. Celui qui a vécu en Occident laisse des étrangers maltraiter les siens. Franchement, j'ai pas envie d'utiliser un terme qui va dépasser mes pensées. Mais pour dire que celui-là qui fera ça, ça sera vraiment, vraiment la dernière des pourritures. Toi, tu vois ta population se faire maltraiter par d'autres peuples et tu ne dis rien, c'est qu'en réalité, tu es pire que le président qui est en place. Certes, le président, il pille le pays. Certes, le président, il fait des choses qui sont néfastes. Mais toi, tu es encore un plus gros bâtard que lui. C'est la réalité. Et ça, je pense que cette vérité-là, elle n'est pas assez dite entre nous. On a la capacité de faire des choses, mais c'est par notre mauvaise foi et notre mauvaise volonté que les choses n'avancent pas. Quand on demande aux gens de venir s'organiser, de venir à des réunions, les gens ils sont là, ils disent non mais les réunions, non mais si. Les gens ont toujours des excuses. Quand réellement vous voulez faire des choses, vous ne trouvez pas des excuses. Moi je dis toujours, hein, les excuses c'est pour les enfants. Quand tu es un adulte, tu prends tes responsabilités. Quand tu es un adulte, tu prends tes responsabilités. Et quand tu as un enfant, tu te trouves des excuses. Car c'est les enfants qui se trouvent des excuses. Est-ce toi qui as fait ça? Non, c'est pas moi, c'était lui. Tu es un enfant. Quand vous êtes des vrais adultes, des vrais responsables, vous prenez vos responsabilités. Et aujourd'hui, il faut dire la vérité, les Renois, de manière générale, ne prennent pas leurs responsabilités.
Après, il y en a qui vont nous dire, oui, c'est parce que les Noirs ont été aliénés culturellement, parce qu'aujourd'hui, tous les Noirs passent leur temps à prier Jésus en attendant en fait que le miracle tombe du siècle. Non, il y a cette raison-là, mais malgré que les gens peuvent être aliénés par la religion, soit par l'islam, soit par le christianisme, les gens sont en capacité de faire des choses. C'est juste que les gens n'ont pas des gens devant eux qui leur montrent l'exemple. Parce qu'il faut savoir que l'être humain fonctionne par mimétisme. Les gens fonctionnent par mimétisme. Quand un Renoir va voir que quelque chose fonctionne d'un côté, il va copier ce que l'autre fait. Parce qu'on fonctionne tous par mimétisme. Quand on voit, ah tiens, il a fait un bête de paille, je vais faire pareil. On fonctionne par mimétisme. Parce que l'être humain, il est comme ça. Il recopie ce qu'il voit de bon ou de juste devant lui. C'est parce que jusqu'à maintenant, malheureusement, personne n'a montré l'exemple. Voilà parce que les choses n'avancent pas. Mais je vous le dis, hein, 2019, hein, moi ça fait 8 ans que je suis militant. Là, je suis en 2019, c'est ma 8e année depuis janvier 2019, de 2011. Je suis devenu militant pour l'Afrique. Là, ça fait 8 ans. Depuis 8 ans, parce qu'à cause du combat que je faisais par rapport au Congo, et parce que le fait que j'étais fiché au niveau des... comment on appelle ça, du gouvernement qui se trouve en place au Congo, je ne pouvais pas retourner au Congo à cause de ça. Parce que tout le monde avait peur que si je me retrouvais au Congo, qu'on m'arrête, qu'on m'enferme, et ainsi de suite. Moi dès le départ, je le disais, hein, moi, j'ai pas peur même d'aller au Congo. S'ils devaient m'arrêter, qu'ils m'arrêtent. Personnellement, c'est pas ça qui me fait peur. C'est pas l'État français qui me fait peur, donc c'est pas au bled que je vais avoir peur, même s'ils peuvent te tuer. Moi, je dis chez nous, hein, dans la tradition africaine, la mort n'est pas une finalité. Il faut savoir que nous, Africains, ceux qui sont retournés à leur spiritualité ancestrale, savent que nous, la réincarnation existe. Aujourd'hui, on peut me tuer, mais il faut savoir que je reviendrai tôt ou tard. C'est-à-dire que vous pouvez me tuer, mon esprit ne disparaîtra jamais. Mon esprit restera et reviendra, quoi qu'il arrive, pour se venger. Quoi qu'il arrive, je vous le dis. Ça veut dire que moi, demain, je retrouve au pays, le président m'assassine ou fait quoi que ce soit contre moi, je reviendrai. Je vous le dis. Pour ceux qui ne savent pas. Mais comme les Renois aujourd'hui, malheureusement, on vous a appris à être des peureux, vous avez peur de tout. Quand on vous met quelque chose devant vous, non, si je fais ça, on va me tuer. Si je fais ci, on va m'empoisonner. Si je fais ci, vous êtes des peureux. Voilà parce que dans vos vies, les choses n'avancent pas. Même dans vos vies professionnelles ici en Occident, les choses n'avancent pas parce que vous vous contentez du peu. Vous êtes des peureux. Et moi je dis, aujourd'hui l'Afrique a besoin de personnes courageuses. Des personnes qui n'ont pas froid aux yeux. Des personnes qui sont capables de relever des défis. Et le problème c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, notre population n'a pas la capacité de relever des défis. Si on était capable de relever des défis, hein, je vous le dis la vérité, hein, notre population là, on ne verrait pas des Noirs à Porte de la Chapelle, à croupir à côté du périphérique, à Porte d'Aubervilliers, en train de quémander à tous les passants qui passent en voiture, si on serait un peuple responsable. C'est parce qu'on n'est plus en capacité de relever des défis que toutes ces choses-là arrivent devant nous. On n'est même pas capable de se protéger les uns envers les autres. Tous les jours, on se fait insulter dans les télévisions françaises. Les Noirs sont en train de pleurer tous les jours. Non, mais pourquoi vous nous avez insultés? Pourquoi vous nous avez dit ça? Toujours en train de se plaindre parce qu'on n'est pas capable de relever les défis. Aujourd'hui, le Renoir, l'Africain moderne doit être capable de relever les défis. Tu n'es pas capable de relever les défis? Ferme-la, reste sur le côté. Je vous le dis. Donc, franchement, depuis tout à l'heure, je suis en train de parler, mais là, il y a tellement de choses à dire que le direct, il risquerait de rester encore, il risquerait de durer encore pendant des heures et des heures. Mais pour en revenir à ce que je disais au départ, le problème des nations africaines, et particulièrement du Congo, n'est pas une question d'élection. Et je veux aussi aborder, excusez-moi, brièvement, hein, la question un peu de mes frères Balouba. Parce que j'ai vu, en fait, bon, il y a eu pas mal d'attaques vis-à-vis de vous par rapport à l'élection de Félix. Parce que, bon, je ne mets pas tout le monde, hein, je ne globalise pas. Hein. Tous les Balouba ne sont pas pour Félix Tshisekedi. Il faut qu'on arrête de croire que tous les Balouba sont pro-Moulouba ou sont tribalistes. C'est le fait d'une frange de la population Louba. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Vous savez pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les gens en fait investissent beaucoup les Balouba? Parce que moi, j'essaie de faire une introspection et j'essaie de comprendre en fait les raisons pour lesquelles les gens en fait investissent souvent les Balouba.
Malheureusement, frères et sœurs Moulouba, c'est à vous que je m'adresse là particulièrement. Ce que je remarque en fait, c'est que le problème qui est le vôtre, c'est que vous faites ce qu'on appelle du nombrilisme. Vous savez, le nombrilisme, c'est-à-dire que vous portez tout en fait vis-à-vis de vous. Imaginez-vous, vous savez, dernièrement, il y a eu le docteur Denis Mukwege, qui a été nommé comme étant le prix Nobel de la paix. Vous avez vu que tous les Congolais des quatre coins du monde, tout le monde a été content. Oui, docteur Mukwege, prix Nobel de la paix. Tout le monde était heureux. Et là, il n'y a pas eu en fait un élan tribaliste avec docteur Mukwege. Vous avez pu voir en fait que les gens, voilà, tous les Congolais pouvaient en fait manifester, pas que les Congolais, hein, mais les Africains de manière générale étaient contents en fait qu'un des leurs devienne prix Nobel de la paix. Les gens en fait ont mis en avant que c'était un Africain, un digne fils de l'Afrique qui était prix Nobel de la paix. C'était une fierté pour nous. Moi, je suis pas pro en fait pour les prix décernés par les Occidentaux aux Africains. Je suis pas pour ça, moi. Personnellement, je veux que les Africains nous-mêmes mettons des prix en place pour féliciter, pour gratifier les Africains qui font des choses positives pour nous. Mais je veux pas boycotter simplement pour boycotter, pour dire que je suis un anti-occidental, tout ce que les Blancs vont faire, je veux être contre. Non. Dr Mukwege, il est devenu prix Nobel de la paix. J'applaudis, je dis bravo. Même si pour moi ce prix-là ne représente rien du tout, parce que Nobel, c'était qui? C'était un vendeur d'armes. C'est quelqu'un qui a tué énormément de personnes. Et pour se donner bonne volonté, il a créé un prix il a créé un prix décernant la personne qui représente la paix, alors que lui-même il a tué des millions de personnes. C'est-à-dire que pour moi, ce genre de prix, pour moi, il a aucune signification, il a aucun sens. Mais passons cette parenthèse-là pour revenir à mes frères et sœurs Moulouba. Ce que j'ai constaté, hein, et je pense que beaucoup de gens, en fait, voilà pourquoi les gens, en fait, ont un problème vis-à-vis de l'élection de Félix Tshisekedi. Ce n'est pas parce que tant du fait qu'il est Moulouba que les gens avaient un problème. Quand Félix a été nommé comme étant le nouveau président de la RD Congo, on a pu voir en fait dans les réseaux sociaux, moi j'ai plus de 5000 amis sur Facebook, hein, ce qui fait que les gens, je vois les profils des gens, comment les gens commentent sur internet, les vidéos et compagnie. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que quand Félix a été élu, vous n'avez pas dit ah, c'est un Congolais qui a été élu, parce que les gens se plaignent de l'occupation rwandaise. Que au Congo, le président actuel, Kabila, c'est un Rwandais et compagnie, gna. Et que là, pour une fois, bah, on a changé de Rwandais à Congolais qui reviennent entre guillemets aux manettes du pays. Mais vous avez mis quoi en avance? Le fait qu'il appartienne à votre tribu. Vous avez mis ça en avant. Tout le monde a pu en fait constater. Les gens ils étaient là, je voyais les vidéos, il y en a qui disaient Tukunyata Bino, Tukunyata. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, Tukunyata, c'est-à-dire qu'on va vous écraser. C'est certaines personnes marquées sur Facebook et même dans les vidéos que je pouvais voir sur internet. Les gens ont marqué ça. Et de là, de fil en aiguille, ça a créé de l'animosité vis-à-vis de certains Congolais. Et d'autres Congolais, ça ne leur a pas plu. Ils ont commencé à vétiver. Et malheureusement, ils ont globalisé et ont insulté tous les Balouba. Alors que tous les Balouba ne sont pas comme ça. Moi, j'ai mes pires frères à moi qui sont Balouba, ne sont pas dans cet idéal-là de pro-Moulouba à fond, je sais pas quoi. Il n'y avait pas ce genre de choses. Quand je voyais toutes ces images-là, imaginez-vous que vous êtes un Congolais lambda, vous voyez que un président, entre guillemets, se fasse élire. Et que derrière, vous voyez que des gens disaient ah, c'est notre enfant, vous allez voir maintenant, on va prendre notre revanche. Mais c'est normal que les gens soient inquiets. Quand on voit en fait ce genre de comportement, on peut se dire que ah non, c'est dangereux en fait. C'est-à-dire que si on donne le pouvoir à Moulouba, c'est ça l'idéal qu'ils sont en train de prôner. C'est-à-dire que tout va être donné pour les Balouba, tous les postes clés, ils vont en fait avantager que leur tribu et les autres Congolais vont être mis à l'abandon. C'est l'idée en fait que vous renvoyez aux autres Congolais. Voilà parce que vous avez vu ce déferlement de haine vis-à-vis de vous, qui n'est pas en fait en réalité de la haine, parce que nous on n'est pas tribalistes les Congolais. Ça n'existe pas le tribalisme. C'est parce que vous les garantissez pas, mais vous ne les... ça c'est quoi le terme qu'on utilise? Vous ne les rassurez pas. Le terme il ne me revenait pas. Vous ne les rassurez pas. Quand les gens sont en train de voir que il y a un président congolais qui a été élu, qu'il soit de telle tribu X ou Y, on n'en a rien à cirer. Mais le fait que vous avez mis en avant que c'est quelqu'un de vous, vous étiez en train de danser, il y en a qui dansent le moutouachi, je les voyais les gens, ils étaient là comme ça, je me disais bon,
c'est pas sérieux en fait. Quand un Congolais est mis en avant, c'est tous les Congolais qui doivent être contents. On doit appuyer. On ne doit pas mettre en place. On doit pas montrer face aux gens que c'est un gars de chez nous. Je vous l'ai montré tout à l'heure un exemple avec Dr Mukwege. Quand le Dr Mukwege a été élu, je pense que vous avez vu, il n'y a aucune contestation par rapport à sa nomination du prix Nobel de la paix. Pourquoi est-ce que ça a été fait simplement avec Félix Tshisekedi? C'est par rapport à vos propres comportements. Parce qu'il faut dire la vérité. Vous savez, il y a une phrase en lingala qui dit Muyaka moko afingisaka bayaka nyoso. Je vais traduire en français pour ceux qui ne comprennent pas le lingala. Les Muyaka, en fait, quand je parle des Muyaka, les Muyaka, en fait, c'est une ethnie au Congo qui sont malheureusement souvent la risée des Congolais. Entre guillemets, ils sont considérés comme des villageois de chez nous. C'est-à-dire que quand on veut vous insulter, c'est leur ethnie qu'on vous appose en fait comme nom pour vous dire que vous êtes des villageois. Et il y a une phrase qui dit qu'un Muyaka fait insulter tous les Bayaka par son comportement. C'est ça le terme ce qu'il veut dire. Ce qui fait que un Moulouba fait insulter tous les Balouba par son comportement. Voilà, vous avez pu voir en fait le déferlement de haine qui s'est abattu vers les Balouba qui sont pourtant pas tous tribalistes par rapport au comportement de certains d'une petite catégorie qui étaient là. Tukunya Tabino, on va vous écraser. Mais imaginez-vous, quand des gens voient ça, qu'est-ce qu'ils se disent au fond d'eux? Ils disent, mais attendez, c'est-à-dire que ces mecs-là, si on les met au pouvoir, ce qu'ils vont faire, c'est quoi? Ils vont avantager leur tribu et le reste, ils en ont rien à foutre. C'est l'image que vous avez donnée de vous-même. Et moi, je le dis, se mettre en mode victime, dire que non, on nous aime pas, on fait pas ci, c'est pas vrai. Il n'y a aucun problème avec les Balouba au niveau des Congolais parce que je le vois hein, tous les jours. Moi, je suis Congolais, je le vois tous les jours. Chez nous au Congo, il n'y a pas de problème de tribalisme. Toutes les ethnies se mélangent avec tout le monde. Autant vous pouvez voir des Bas-Congo avec des Balouba, avec des Bangala, avec des Baswahili. On voit tout le monde avec tout le monde. La question n'est pas que les gens détestent les Balouba, c'est que des fois, vous avez des comportements qui sont inappropriés. C'est ça la vérité. Ce n'est pas parce que les gens n'aiment pas les Balouba, c'est parce que vous-même, des fois, vous avez des comportements inappropriés. Il suffit simplement de voir les vidéos quand Félix a été élu pour s'en rendre compte. Qui a fait ce genre de choses? Moi, j'ai pas vu quelqu'un qui a eu une fierté quand le docteur Mukwege est devenu prix Nobel de la paix pour dire aux autres Africains ah, maintenant, on va vous écraser les Africains. Vous avez vu, nous les Congolais, on a le prix Nobel de la paix. Personne n'a fait ça. Mais vous avez eu le président. La première chose que vous avez fait, c'est montrer en fait qu'il y avait une appartenance ethnique. Alors que vous aurez dû mettre en avant que c'est un Congolais qui est mis en avant. Et c'est ce que vous n'avez pas fait. Voilà parce que vous avez reçu en fait cette vague d'insultes. Non pas que j'appuie ce qui a été fait, mais je constate ce qui a été fait. Voilà parce que il y a eu en fait ce genre d'insultes. Moi-même, je l'ai vu autour de moi. Moi, je suis militant, je ne vous mens pas. Hein. Avant que je milite pour le Congo, je ne connaissais pas vraiment en fait comment fonctionnait en fait la communauté congolaise. Aujourd'hui, les gens voient que Arismo, il maîtrise un peu la culture congolaise et compagnie. Mais il y a quelques années, il y a 10 ans de cela, c'était pas ça. Moi, je vous mens pas, j'étais pas un mec dans des airs congolais. Moi, dans ma tête, j'étais un Américain. Je croyais que j'étais un mec de la West Side, limite, j'étais à Los Angeles. Mais la réalité m'a rattrapé et je me suis ressaisi. J'ai compris, en fait, je me suis réapproprié mon identité africaine et aujourd'hui, je prône mon africanisme. Mais il y a quelques années, c'était pas ça. Et c'est en rentrant dans mon militantisme pour le Congo, parce qu'avant que je devienne militant panafricain et pour la cause noire, la première cause qui m'a fait me lever, c'était la cause congolaise. Les femmes qui étaient violées à l'est du Congo. Moi-même, je ne suis pas originaire de l'est du Congo. Mais ça me faisait mal comment ma population noire se faisait maltraiter. Et j'ai toujours été comme ça. Quand je voyais les images des policiers américains qui tuaient des noirs américains, je ne suis pas américain, mais ça me faisait mal parce que c'était mes frères noirs qui étaient touchés. Pour vous dire que la cause noire nous fait mal à nous tous. C'est ça que les gens, je vous le dis, hein, j'ai commencé à constater que le problème du tribalisme, en fait, je vous mens pas, ceux qui me l'ont fait en fait vraiment constater, c'est mes frères et sœurs Moulouba. J'entendais souvent en fait ces phrases-là qui revenaient souvent de diverses personnes, hein. Souvent même pas de la même personne. Hein. Je pouvais rencontrer un Moulouba de tel endroit, un autre endroit, il disait ah, nous on est les juifs noirs, nous on est les meilleurs, nous on est les plus beaux, nous on est ci, on est ça.
Je me dis, mais pourquoi à chaque fois, en fait, il y a ce nombrilisme, en fait, de la part des Balouba, toujours à dire, toujours à faire que nous, on est les meilleurs, nous ceci, nous cela. Et c'est la première fois que je voyais ça. Et moi, j'ai pas grandi en étant tribaliste. Vous voyez un peu? Moi, dans ma famille, jamais j'ai entendu des gens dire que mon ethnie, on est les meilleurs, on est ci, on est... J'ai jamais entendu ça. Et c'est quand je suis devenu militant, j'ai commencé à m'apercevoir qu'il y avait certaines ethnies au Congo qui avaient en fait ce genre de comportement. Au départ, ça me faisait rire. Je me disais, bon, c'est des guignols, ils font ça en fait pour rigoler ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, en fait, que je prends, ça prend des proportions incroyables. Et certains, en fait, ne se rendent pas compte que ce sont eux-mêmes, en fait, les artisans de la haine qui est vouée contre eux-mêmes. Quand vous voyez que un frère Moulouba, par exemple, est acclamé ou fait des choses positives pour le Congo ou même pour l'Afrique, il faut il faut en fait mettre en avant que ce soit un Africain, que ce soit un Congolais, par exemple, qui fait les choses. Mais du moment en fait que ça devient un truc tribal, clanique, non, c'est notre enfant à nous, c'est lui le meilleur, et ainsi de suite, vous êtes naze. Ça créera toujours en fait des rancunes et ça créera toujours des problèmes avec les gens. Et ça que je suis en train de dire à mes frères Moulouba, il faut arrêter en fait d'avoir ce comportement parce que vous êtes les premiers à vous plaindre de la haine qui est reversée vis-à-vis de vous, mais vous êtes les premiers aussi à faire preuve de cela. J'ai un frère là, que je connais depuis des années et je sais que peut-être que tu regardes ma vidéo, frère, à cet instant. Je ne sais pas si je dois te citer ou si je ne te cite pas, pour que les gens voient que, effectivement, il y a un frère, en fait, hier, qui a écrit un statut sur Facebook en disant que les Balouba, en fait, sont comme les Juifs, toute personne ne les aime, et que eux sont les... j'ai oublié exactement la phrase qu'il avait écrite, mais il a dit une parole de ce sens-là. Et je me souviens, en fait, que ce même frère, un jour, je me souviens, ça remonte à au moins à 6 ans. On avait fait un sit-in, non même pas, ça remonte à 7 ans cette histoire-là. Cette année, hein. On avait fait un sit-in devant le Apple Store de Opéra. Et il y avait en fait une embrouille, je crois, par rapport à un frère Moulouba au niveau du combat des combattants congolais. Et le frère en question avait dit, parce que je vais vous dire la phrase en lingala, et après, je vais vous la traduire en français pour que vous compreniez. Le frère, il avait dit, ah, alingini Moulouba o ya chanana. Il avait dit ça, le frère. Moulouba wana ya chanana. Je vais vous le traduire en français. Chanana, en fait, c'est une expression qu'on dit en Chiluba, la langue des Balouba, pour dire une personne comme ça, vite fait, quoi, une personne sans importance. Et disait, oui, cette personne-là, sans importance, cette merde, en fait, en gros, quoi. Et le mec, il avait dit ça devant moi pour voir ma réaction, pour voir si j'allais appuyer ses propos, pour voir si j'étais tribaliste contre les Balouba. Et moi, je l'ai regardé, je me suis dit, mais c'est un ouf, lui, en fait, tu vois. Je me suis dit, mais le mec, c'est un dingue dans sa tête. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui, Moulouba Tchanana? Moi, cette histoire-là de tribalisme, en fait, ne m'a jamais intéressé. Et le mec, en fait, dans sa manière de me regarder, il attendait, en fait, de voir ma réaction, pour voir si j'allais réagir de manière haineuse et tribaliste contre le Balouba. Et lui, je l'avais vu. Et j'ai eu, en fait, après, une autre histoire avec un autre frère, de la même manière, parce qu'il y avait eu un frère, toujours de l'ethnie Moulouba, qui avait fait une dinguerie en Belgique. Et moi, je dis par rapport à ça, le frère, il n'avait pas raison. Et le mec s'était emporté en disant que non, Rismo, je savais pas que t'étais comme ça, non, t'aimes pas les Balouba. Et le mec, j'ai vu qu'il est parti dans une hystérie. Moi-même, j'ai pas compris. Je me suis dit, mais en fait, les frères, ils ont un problème. Après, le frère en question, il a essayé en fait de monter certains frères à moi, Moulouba, contre moi, pour en fait les monter en disant que moi, j'étais un tribaliste, je les aimais pas, ceci, cela. Mais comme mes frères me connaissent, ils savent que moi, je suis dans un combat panafricain, un combat de la race noire. J'ai pas en fait être dans ces histoires-là de tribalisme, de ne pas aimer tel ou tel. Je suis pas là-dedans. Je suis à des années-lumière de ça. Si je me bats pour des frères, des noirs que je ne connais pas d'une autre contrée, du monde, c'est pas pour mes propres frères qui viennent du même bled que moi, qui ont la même culture, on a les mêmes ancêtres, on a tout en commun, que je vais détester. Ça n'a pas de sens. Vous voyez un peu? Mais c'est là que j'avais vu en fait qu'il y avait en fait cette mauvaise chose en fait. C'était une chose qui était malsaine. J'ai senti en fait que derrière cela en fait, il y avait un esprit en fait malsain. Après, j'en ai parlé avec des frères à moi
Et je me suis dit, il faut en fait qu'on règle en fait cette question-là en fait tribaliste, proprement parler en fait des frères Balouba, parce que c'est une chose en fait qui est beaucoup plus développée chez les Balouba. Je dis pas simplement que les Balouba sont les seuls à être tribalistes, hein. Le tribalisme en fait en vérité en Afrique on en trouve partout. Nous au Congo, on a entre guillemets le problème avec les Balouba qui se sentent on va dire persécutés par tous les autres Congolais par rapport à leur appartenance ethnique. Mais il y a un pays à côté du Congo, qui est le Cameroun, où il y a exactement le même problème. Au Cameroun, vous avez les Bamileke qui ont exactement les mêmes caractéristiques que les Balouba au Congo et qui se victimisent de la même manière en disant que les autres Camerounais ne les aiment pas et qu'eux aussi, ils sont en fait qu'on appelle ça, victimes de discrimination, qu'on les aimerait pas, ceci ou cela. Ça n'existe pas. C'est par vos comportements que les gens vous aiment ou vous détestent. Quand vous êtes une personne qui savait faire preuve d'humilité et de bon savoir-vivre avec les autres, parce qu'il faut savoir que chacun d'entre nous avons eu des éducations différentes. Quand vous vous retrouvez à l'extérieur, comme tout à l'heure, je disais une phrase tout à l'heure en lingala, Muyaka Moko, Afingisaka, Bayaka Nyoso. Si moi, par exemple, on sait que je suis congolais, demain je me retrouve au Sénégal, et je commence à faire de la merde, réellement, je commence à faire de la merde. Au Sénégal, je commence à faire n'importe quoi, je suis là, je commence à faire le mec, ouais, nous les Congolais, on est meilleurs que vous, les Sénégalais, vous allez faire quoi, vous? Ah, vous êtes des vieux mecs, et ainsi de suite. Vous croyez que les Sénégalais là en question, ils vont m'aimer? Sérieusement? Ils vont commencer à mal parler des Congolais. Ils vont pas parler de moi en tant qu'individu, mais ils vont globaliser tous les Congolais en disant que les Congolais, ils sont comme ci, ils sont comme cela. Voilà ce que les frères Balouba, Moulouba ne comprennent peut-être pas. C'est des fois par le comportement de certains éléments de votre communauté, font en sorte que tous les Balouba se fassent insulter par leur mauvais comportement. Les gens n'ont rien contre les Balouba. Moi, pourquoi est-ce que j'aurais quelque chose contre les Balouba? Qu'est-ce qu'un Moulouba a plus qu'un autre Africain? On est tous dans la même merde. On a vu dernièrement au Kasaï, les enfants sont en train de mourir. On est en train de tuer les gens au Kasaï, qui est la région des Balouba, comme tous les autres Congolais. Pour vous dire que on est tous dans le même bateau, on est tous dans la même galère. Personne ne peut se vanter d'être meilleur qu'un autre parce qu'on est tous dans la même merde. Que tu sois Moulouba, que tu sois je sais pas quelle autre ethnie de n'importe quelle contrée africaine, tu vas te retrouver aux États-Unis d'Amérique face à un blanc américain, il va pas dire que toi t'es Moulouba, il va pas tirer dessus. S'il doit t'abattre comme un chien, il va t'abattre comme les autres noirs. Pour vous montrer qu'il n'y a aucune différence entre nous. Quand un policier blanc français va te contrôler dans la rue, il va pas dire ah mais vous avez un passe-droit parce que vous êtes des Balouba. Il va vous insulter, il va vous maltraiter de la même manière qu'il maltraite les autres noirs. Pour vous montrer qu'il n'y a aucun passe-droit, il n'y a aucune comment on dit ça? Il y a aucune immunité qui est propre à vous-même. On est tous dans la même galère, mais c'est à nous de savoir comment on doit se comporter les uns avec les autres. Si tu te comportes mal en tant qu'individu et que derrière tu te plains en fait que les autres viennent parlent mal de toi, mais en réalité tu es le propre artisan de ton propre chèque. Et des insultes qui sont proférées envers toi-même. Si les frères Balouba veulent qu'on arrête de les stigmatiser en permanence, c'est à eux de faire en sorte de bien se comporter vis-à-vis des autres. Si moi je vois un frère qui est Moulouba, qui vient, qui dit à chaque fois ah nous les Balouba on est les meilleurs, nous ceci, cela, mais comment veux-tu en fait que derrière vous soyez respecté par les autres? Encore moi je suis patient, moi je suis tolérant parce que moi je me cultive, je fais des recherches sur l'histoire et même cette histoire de micro-nationalisme qu'on appelle le tribalisme, il faut savoir que ça a été créé par les colons. Parce qu'il faut savoir que pendant la colonisation, pour que les colons puissent régner sur une majorité de population noire, ils avaient besoin en fait de nous diviser de manière tribale. Le tribalisme a été créé à ce moment-là. C'est-à-dire que quand vous faites les tribalistes, en réalité, vous continuez à faire le jeu des Occidentaux. Donc en fait, sans le savoir, vous continuez à faire les coloniser. Parce que celui qui est libre, l'Africain qui est libre mentalement, ne peut pas prôner ce micronationalisme. Parce qu'il sait en fait d'où vient l'origine de ce tribalisme et de ce micronationalisme. Ça a été créé par les Blancs pour pouvoir nous diviser pendant la colonisation. Ce qui fait que celui qui est tribaliste, il continue à perpétuer malgré lui la colonisation occidentale.
C'est-à-dire que celui qui viendra me dire que nous les ceci, nous les cela, on est les meilleurs, bah je te dirais frère, t'es un néocolon, t'es un nègre de maison, t'es un colonisé, mais tu ne le sais même pas. Et c'est ça le plus grave. C'est-à-dire que tu es un colonisé qui s'ignore. Et je dis qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'une personne qui est colonisée mentalement et qui ne le sait pas. Et beaucoup de nos frères qui mettent en avant ces considérations ethniques sont des personnes colonisées qui s'ignorent au fond d'eux-mêmes. C'est comme le nègre de maison qui favorise l'Occident inconsciemment. Ouais, les blancs, c'est les meilleurs. Ah, la femme blanche, c'est la plus belle. Ah, ceci. Tu es un colonisé, tu es un nègre de maison, mais tu ne le sais pas. Bah, les tribalistes, les micro-nationalistes, là, je les vois de la même manière que le nègre de maison. C'est la même chose. On change rien, on n'ajoute rien, c'est pareil. Sauf que vous êtes des noirs, sauf que comme vous prétendez mettre en avant la culture africaine, donc on oublie en fait que vous êtes des nègres de maison. Moi, je n'oublie pas parce que je connais mon histoire. Et moi, personne ne pourra me tromper parce que tu vas me saluer dans une langue africaine, donc je vais me dire, ah, lui, c'est un vrai Africain. C'est pas ça être un vrai Africain. Un vrai Africain, c'est dans le comportement vis-à-vis des tiens et vis-à-vis de l'environnement dans lequel tu te trouves. Vous voyez un peu? Et certains, malheureusement, ne connaissent pas en fait les principes et les éléments de bon savoir-vivre. Si tu as un mauvais savoir-vivre et derrière tu te plains sur le fait que les gens t'insultent, il faut en fait se regarder soi-même, il faut prendre ses responsabilités. Si on veut en fait de ne pas se faire insulter, c'est comme, je vais pas dire, le Renoir qui est là, qui vole tout le monde, et il s'étonne en fait de dire que, ah les Noirs, on vous considère comme des voleurs. C'est comme l'Arabe qui s'étonne de dire que, il voit que les Arabes sont considérés comme des terroristes, alors que les Arabes, on les voit mettre des bombes un peu partout dans le monde. Il ne faut pas s'étonner, ça vient de vous-même. Comme on dit, hein, il n'y a jamais de fumée sans feu. Rien n'arrive par hasard dans ce monde. Celui qui essaie de nous faire croire que du jour au lendemain, on devient comme ça, on n'aime pas ceci, on n'aime pas cela. Non, c'est vous-même qui créez les conditions pour que les gens ne vous aiment pas. Si aujourd'hui, nous, on commence à devenir... Il y en a qui commencent à dire qu'il y a du racisme anti-blanc. Le racisme anti-blanc n'existe pas. Les Noirs réagissent par, comment on appelle ça, par riposte de la haine qui est vouée vis-à-vis d'eux. Parce que je vois des articles aujourd'hui, les Blancs commencent à se plaindre comme quoi il y aurait du racisme anti-blanc. Le racisme anti-blanc n'existe pas, c'est une supercherie. Parce que le racisme est un système économique et social. On vous empêche d'accéder à la propriété, on vous empêche d'avoir du travail, et je pense qu'aucun Blanc n'a un problème de discrimination à l'embauche ou de discrimination à la propriété. Mais nous, les Noirs, on le vit, pour vous montrer que ça existe. Mais celui qui dit que le racisme anti-blanc existe, c'est qu'il ne sait pas en fait en réalité ce que c'est le racisme. Le racisme en fait est un système économico-social. Il y a un livre que je dois vous montrer, attendez. Pour ceux qui lisent des livres, je vous inviterai à lire ce livre-là. Les dossiers d'Isis. Ceux qui ont le temps, lisez ce livre-là. Il a été écrit par une Nord-américaine et il a été traduit en français par Ama Mazama, qui vous explique en fait toutes les process du racisme occidental vis-à-vis des hommes noirs et des femmes noires. On vous explique en fait le racisme institutionnel, comment ça fonctionne et autres. Quand vous lisez ce genre de livre, ça vous fait comprendre en fait d'où est-ce qu'on vient. Vous ne viendrez pas avec ces histoires de « Non mais moi, je n'aime pas tel... » Mais on est tous dans la même galère. On est tous, au lieu en fait de se serrer les coudes entre nous, on cherche toujours la petite bête ou on cherche toujours le moyen à s'entretuer entre noirs. Et quand les autres vont venir, vont nous mettre en esclavage, on va tous se lever d'un homme pour dire « Ah, ils nous aiment pas, ils nous mettent en esclavage !» C'est comme ce qui s'est passé l'année dernière, l'esclavage de la Libye. Vous savez, moi, depuis que j'ai fait la vidéo devant l'ambassade de la Libye où je brûle le drapeau libyen, je suis devenu l'homme à abattre chez les rebeux. J'ai des milliers de rebeux qui me détestent, ils me disent « Ah, ce Renoir avec la grosse barbe, si on l'attrape, si on fait ceci. » J'ai même des mecs de mon quartier qui parlent mal de moi, mais ils n'osent pas venir me voir parce qu'ils savent en fait que moi, certes, je peux avoir des paroles qui sont très crues, qui sont très dures, mais les gens en fait connaissent mon engagement. Ils savent que quand je suis engagé dans une chose, je ne blague pas, je ne fais pas ça en fait pour rigoler. Donc ça veut dire que les gens, malgré qu'ils ne m'aiment pas, aucun rebeu n'est jamais venu à mon seuil pour me dire « Hey, ce que tu as fait, comment ça t'as incité tous les Arabes dans ta vidéo, tu dis ci, tu dis ça. » Personne n'est jamais venu à moi.
Parce que les gens, en fait, savent ce que je fais. C'est-à-dire que quand vous êtes droit dans vos bottes, personne ne peut venir vous atteindre. Mais le problème, c'est que certains ne sont pas droits dans leurs bottes, mais demandent à être respectés. Si vous voulez du respect, respectez vous-même. Donc, voilà, j'ai beaucoup parlé, je pense, pour cette vidéo. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont suivi la vidéo. Comme on dit chez moi, Matondo Mingi. Et je veux même vous faire un merci en Chiluba. Toi, ça kadila. Toi, ça kadila. Pour ceux qui voulaient savoir comment on dit merci en Chiluba, c'est toi, ça kadila. Donc, merci à vous tous. Merci de m'avoir suivi. Et je vais faire une vidéo YouTube pour mieux expliquer en fait les enjeux du Congo dans un autre format avec des éléments, des images et autres pour que vous puissiez mieux comprendre. Là, j'ai fait un direct pour vraiment m'expliquer. Mais j'avais besoin en fait de faire autre chose. Donc, je vais faire une autre vidéo qui sera dans un autre format que je mettrai bientôt sur mon Facebook et dans ma chaîne YouTube. Donc, ceux qui suivent encore mes vidéos sur YouTube, vous pouvez voir dans quelques jours la vidéo que je vais mettre en place par rapport aux enjeux des élections présidentielles au Congo. Merci à vous, Matondo Mingi. Que les ancêtres soient avec vous. Et bon samedi soir à vous. Matondo Mingi, Ingeta, toi Sakadila.